Bonsoir à vous tous. Nous sommes ravis de vous accueillir tous pour ce premier webinaire qui concerne la fiscalité des Français de l'étranger, en particulier les Français qui habitent en Suède. Et je voudrais peut-être m'introduire juste une minute. Donc, François-Régis Martelet, moi je suis médecin et directeur de l'entreprise pharmaceutique basée en Suède. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Maître Jean-Jacques Zander, qui est avocat, associé membre des bureaux au bureau des barreaux de Paris et de Suède. Aussi Maître Manuel van der Kerkhoff, qui est aussi avocat en Suède, basé à Stockholm. Et nous avons aussi le plaisir, bien entendu, d'accueillir Madame la sénatrice Évelyne Renaud-Garabédian, qui est la présidente de l'Alliance solidaire des Français de l'étranger. Voilà, je crois que j'ai introduit les différents participants pour ce webinaire. Madame Renaud-Garabédian, voulez-vous commencer, vous présenter la SFE peut-être et nous dire quelques mots sur ce premier webinaire que nous organisons grâce à votre soutien. Merci François, bonjour à tous. Avant de commencer, je tenais tout d'abord à vous remercier, François, ainsi que l'ensemble de votre liste, d'avoir organisé cet événement et de m'y avoir également convié. La crise sanitaire actuelle affecte notre façon de nous rencontrer. J'aurais évidemment préféré assister à cet événement avec vous en présentiel, mais peu importe, nous avons quand même une très importante capacité de nous adapter et je suis quand même très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Je voudrais vous parler, puisqu'aujourd'hui notre sujet c'est la fiscalité, je voudrais vous parler de quelques points fiscaux. Lorsque, en général, je me déplaçais, ou maintenant lorsque je fais des visioconférences, on remarque pour tous les Français qui vivent dans le monde que les questions qui me sont régulièrement posées relèvent pour la plupart de la fiscalité, car c'est un sujet qui est technique et des situations auxquelles vous, Français de l'étranger, êtes souvent confrontés. Je reviendrai donc pour ma part sur des changements fiscaux pour les non-résidents intervenus ces dernières années avant de laisser la parole à des spécialistes qui vont vous éclairer davantage sur la convention fiscale qui lie la France et la Suède et ce qui en découle pour votre imposition. Vous le savez tous, pour le vivre au quotidien, la fiscalité des non-résidents est un véritable casse-tête. Bon, pour les résidents, pour les non-résidents et même nous, Français en France, il faut le dire, bien souvent une aubaine pour les gouvernements successifs qui l'ont fait augmenter ou ont cherché à le faire. Je ne détaillerai pas les règles fiscales qui sont applicables aux non-résidents, mais je voudrais revenir, comme je vous le disais tout à l'heure, sur deux sujets qui me paraissent très importants pour comprendre que votre poids politique et donc votre vote peut influer sur votre traitement fiscal. Tout d'abord, celui de la réforme fiscale des non-résidents qui a été engagée par le gouvernement et par les députés des Français de l'étranger de la majorité il y a 3 ans. Cette révision avait pour but de rapprocher la fiscalité des non-résidents et celle des résidents pour les revenus qui sont imposables, bien entendu, en France. Je vous rappelle qu'en présence d'une convention fiscale, comme c'est le cas entre la France et la Suède, il faut se référer au texte pour savoir où sont imposés vos différents revenus. Cette réforme, elle venait modifier les modalités d'imposition ainsi que les grilles de taxation applicables. Celle-ci n'avait pas fait l'objet d'études d'impact, c'est-à-dire d'une analyse qui était menée par Bercy sur ses conséquences en termes d'imposition. Heureusement, les sénateurs des Français de l'étranger, dont je fais partie, et des groupes de contribuables qui ont vite remarqué les conséquences, à savoir une hausse drastique de la fiscalité allant jusqu'à 300% pour certains revenus. Cela semble inimaginable et aucun gouvernement n'aurait eu l'audace de proposer à leurs contribuables résidents sans craindre une révolte. Après un bras de fer de plusieurs mois, maintenant vous le savez, le gouvernement a finalement reconnu, je les cite, les effets de bord induits par la réforme et a finalement fait marche arrière l'été dernier. Ce qui veut donc dire que quand on insiste, quand on y va régulièrement, on arrive quand même à trouver des solutions avec le gouvernement français. Le deuxième sujet est celui de la CSG-CRDS. Vous êtes concerné en partie
En 2012, le gouvernement Ayrault a décidé que les Français de l'étranger devaient désormais s'acquitter de la CSG-CRDS sur le revenu foncier, alors qu'ils ne bénéficient pas de la sécurité sociale en France. Les gouvernements successifs, confortés par le Conseil constitutionnel, ont considéré que la CSG-CRDS était un impôt redevable par tous et non une cotisation sociale donnant droit à des prestations sociales. Cela a permis de justifier son imposition aux Français de l'étranger. Mais heureusement pour vous, Français de l'étranger de l'Europe, en 2015, la Cour de justice de l'Union européenne a présenté comme précédent un lien direct et suffisamment pertinent avec certaines branches de la sécurité sociale pour être assimilé à des cotisations sociales au sens du droit européen. Après cette décision, ainsi qu'une pression constante des élus, dont vous ferez peut-être partie demain, des Français de l'étranger, le gouvernement français a dû se mettre en conformité en 2018 et exempter les Français de l'Union européenne, comme je vous le disais tout à l'heure, de la CSG-CRDS. Sachez quand même si vous n'êtes pas concerné, que les Français qui vivent en dehors de l'Europe doivent toujours s'acquitter de cette contribution et tous les ans, j'essaye de présenter des amendements pour les aider. Pour le moment, je n'y suis pas arrivée. Alors maintenant, le problème qui est propre aux Français vivant en Europe, le problème du remboursement et des contentieux qui ont été induits suite à des modifications de la Cour de justice européenne. Plusieurs vagues de contentieux sont intervenues pour demander le remboursement de ces prélèvements qui ont donc été indus. D'abord, celles concernant les prélèvements effectués en 2012-2015, qui sont aujourd'hui soldés, puis celles qui couvrent la période 2015 et 2018. La deuxième vague représente 15 700 dossiers qui ont été reçus par la direction des impôts des non-résidents et il reste à traiter 8 700 dossiers. Et vous en faites petite partie. Il nous a, après différents contacts que nous avons eus avec la Direction générale des impôts des non-résidents, courant 2023, il semblerait que tous les contentieux menés vont être soldés. Ils nous ont indiqué également que les délais de traitement est de 3 à 4 mois entre le traitement du dossier et le remboursement effectif. Alors là, il est important que si vous constatez que vos dossiers ont été traités et instruits positivement et que vous avez dépassé ces délais de 4 mois, n'hésitez pas, vous nous contactez à la SFE, on essaiera de les appeler individuellement, dossier par dossier, pour trouver des solutions à votre problème particulier. Il est essentiel que ces deux situations, la réforme de la CSG-CRDS, doivent servir de leçon et de précédent, car les Français de l'étranger doivent se mobiliser pour offrir à leur représentation politique le poids pour défendre leurs intérêts face à un gouvernement qui compte sur leur passivité. Aujourd'hui, en dehors de l'élection présidentielle, la participation des Français de l'étranger à des votes est beaucoup trop basse pour que le pouvoir exécutif entende vos revendications. Donc, j'insiste vraiment pour que vous alliez en masse voter, quel que soit le parti pour lequel vous votez, quelle que soit la liste pour laquelle vous votez, mais votez. La fiscalité et citoyenneté peuvent parfois paraître éloignées, mais en fait, non, il n'en est rien. La base de l'impôt, c'est le consentement. C'est la raison pour laquelle il est important d'aller voter en commençant, vous y êtes, par l'élection de vos conseillers des Français de l'étranger, qui va avoir lieu en mai prochain et qui vont être amenés à vous défendre au cours des 5 prochaines années auprès des autorités françaises. Les conseillers des Français de l'étranger nous contactent et nous, alors soit en tant qu'Alliance solidaire des Français de l'étranger, avec toute la base de conseils que nous avons, ou moi en tant que sénateur, je pourrais intervenir connaissant vos problèmes pour les défendre auprès du gouvernement. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Madame pour cet éclairage très introductif et très passionnant à propos de la fiscalité et puis bien sûr sur la SFE. Maintenant, je crois que Maître Jacques Zander et Maître René Kerkhoff ont une présentation qu'ils vont vous dérouler maintenant. Maître Zander, la parole est à vous. Merci.
Oui, merci pour l'introduction. Il donne une toile de fond à toute la problématique fiscale. Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de Français résidant en Suède qui ont été confrontés aux problèmes pour récupérer ces impôts, la CSG, etc. C'est toujours en cours. On a aidé certains de nos clients. Il y avait un certain formalisme, mais on a quand même pu s'apercevoir qu'il y a eu pas mal de remboursements qui ont eu lieu et que ça ne s'est pas si mal passé que ça. Donc ça, c'était ça pour commander l'introduction intéressante de notre sénateur. Alors, sur la slide que nous avons devant nous, voilà, le sommaire. Donc, on a déterminé un certain nombre de thèmes qui semblent être des thèmes généraux qui peuvent intéresser la plupart des gens qui ont des questions de résidence fiscale en France ou en Suède. Donc, les différentes questions tournent autour de, la question de savoir comment déterminer sa résidence fiscale en France, en Suède, et certains cas de double résidence, parce qu'on sait très bien que quand on quitte un pays pour aller dans un autre pays, pas uniquement la Suède, pour un Français, il y a tout un tas de conséquences et d'implications au niveau juridique, au niveau fiscal, au niveau successoral, au niveau familial, etc. Donc, c'est vrai que c'est des questions qui soucient beaucoup les citoyens français, et donc on est très souvent sollicité pour essayer d'y voir plus clair. À ce sujet, je dirais aux gens qui connaissent les problèmes fiscaux que malheureusement, quand on essaie de répondre à toutes ces questions, les gens veulent avoir très souvent des réponses définitives. Est-ce que c'est comme ci? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est oui ou c'est non? Est-ce que c'est blanc ou c'est noir? Malheureusement, en matière de fiscalité, c'est pas toujours facile de répondre. Et la réponse, ça va souvent être, eh ben non, c'est gris. Donc, les gens vont demander aux fiscalistes ou à leur conseil comment je vais être traité, comment est-ce que les autorités vont me traiter, et là, dans certains cas de double résidence, comment je vais être traité du côté français et comment je vais être traité du côté suédois, par les autorités françaises et par les autorités suédoises, ou par les deux. Alors, on va arriver à des solutions parfois où ça va être relativement clair, mais c'est souvent, on peut avoir une prise de position du côté français qui n'est pas forcément en ligne avec ce qu'on peut voir du côté suédois. Et donc, on arrivera dans des cas où il peut y avoir deux approches différentes entre les deux pays. Des cas de double résidence, c'est la raison pour laquelle il y a une convention de double imposition qui essaye de prendre position sur tout un tas de situations, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des impôts sur le revenu, que ce soit au niveau de l'immobilier, que ce soit au niveau de l'activité d'une société, etc., pour éviter des situations de double imposition, puisque forcément, dans certains cas, la France voit les choses de son côté et la Suède voit les choses de son côté. La synthèse n'est pas toujours facile. Manuel, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ces généralités? Non, c'est certain que la problématique de la résidence, c'est celle qu'on va traiter en premier. On a également pensé effectivement aux revenus fonciers qui sont souvent un type de revenu que les Français, quand ils quittent la France, continuent de percevoir, et donc ils continuent d'avoir un lien fiscal avec la France qui reste important et qui peut parfois poser des problématiques. Et c'est pour ça qu'on a voulu enchaîner sur la question de la double imposition. Qu'est-ce qu'on fait quand on réside en Suède mais qu'on a des revenus de source française, pour éviter d'être imposé à la fois en France ou en Suède? Est-ce qu'on peut le faire et quels sont les moyens, les mécanismes qui sont mis en place? On a voulu également aborder quelques particularités de la fiscalité suédoise. Bien souvent, quand on vient dans un nouveau pays,
on n'a pas forcément conscience de toutes les particularités et on a voulu mettre en avant quelques bonnes nouvelles de la fiscalité suédoise, justement, dans cette partie. Et après, on a vu que vous aviez déjà un certain nombre de questions auxquelles on essaiera de répondre du mieux possible. Alors, merci Manuel. Alors, disons qu'on se repassera la parole et on commentera pour se compléter, parce que forcément, quand on écoute quelqu'un, c'est plus facile de dire, tiens, il y a ça à ajouter, pendant que tu... Mais je te laisse commenter la première question sur comment déterminer la résidence fiscale. C'est souvent la question que tout le monde se pose en fonction de sa situation personnelle, du moment où on déménage, du moment où on décide d'arriver en Suède, combien de temps faut-il être en Suède pour être considéré comme résident fiscal ici, en France, est-ce qu'on peut être résident dans les deux pays? Alors, je te laisse la parole. Merci Jean-Jacques. Alors, effectivement, il y a cette question qui est importante de savoir comment on détermine sa résidence fiscale. Mais je voudrais faire une parenthèse et je pense qu'il faut d'abord qu'on se pose la question de savoir pourquoi on va déterminer sa résidence fiscale. Et il est important de comprendre que la résidence fiscale, c'est ce qui va déterminer l'étendue de vos obligations fiscales. Comme notre sénateur l'évoquait, il y a des différences de traitement entre les résidents et les non-résidents. Une personne qui va être résidente fiscale d'un pays va généralement avoir des obligations fiscales illimitées dans ce pays, c'est-à-dire qu'elle va être imposable sur l'ensemble de ses revenus mondiaux, donc quelle que soit la source de ses revenus. Tandis qu'une personne qui n'est pas résidente, en principe, elle a des obligations fiscales qui sont restreintes à ses seuls revenus de source de l'État qu'elle perçoit dans l'État concerné. Une fois qu'on a expliqué à quoi sert justement cette détermination de cette double résidence, il est important de comprendre que cette détermination, en fait, c'est une gymnastique qui se fait en 3 temps. Le premier temps, on va regarder les critères de droit interne de chaque État concerné. Donc on peut commencer dans notre situation. Donc on s'est focalisé sur la situation franco-suédoise, mais c'est une démarche qu'on pourrait trouver avec beaucoup d'autres pays. Si on regarde les critères de droit français et on se reporte à l'article 4B du Code général des impôts, en fait, on a 3 critères qui sont le foyer ou le lieu d'habitation permanent, l'activité professionnelle principale et le centre des intérêts économiques. Ce qu'on entend par foyer ou lieu d'habitation permanent, c'est là où les intéressés en fait, habitent normalement, sous la condition, bien sûr, que ça soit de manière permanente. C'est généralement là où vous avez votre famille, généralement. Pour l'activité professionnelle principale, ça va correspondre là où vous exercez, en fait, à contrario de principal. Pourquoi? Parce qu'en fait, on distingue d'une activité professionnelle principale de celle qui pourrait être accessoire. C'est-à-dire que ça va être l'activité professionnelle que vous exercez effectivement et régulièrement et de manière principale. Pour le centre des intérêts économiques, ça va être plutôt là où vous allez gérer vos biens, où vous allez avoir votre patrimoine, où vous allez avoir vos activités professionnelles, où vous allez avoir le siège de vos affaires, où vous allez tirer vos principaux revenus. Si maintenant on s'intéresse aux critères suédois en fait, de la résidence, on a généralement le lieu d'habitation permanent ou la résidence habituelle en Suède, et puis on a également les liens essentiels avec la Suède. Le premier, en fait, dès lors que vous vivez de manière permanente en Suède, ce qui signifie qu'en fait vous passez plus de la moitié de l'année en Suède, vous allez être considéré comme un résident de Suède. Le deuxième critère, il est plus délicat, c'est-à-dire que vous ne résidez pas forcément en Suède, mais vous conservez des liens qui sont essentiels avec la Suède. Et pour ça, en fait, l'Inkomstskattelagen, la loi sur l'impôt sur le revenu suédoise, elle prévoit qu'il y a un certain nombre de critères, comme par exemple si la personne elle est citoyenne suédoise, combien de temps la personne vit en Suède, si elle a une habitation. On a voilà, toute une liste de critères. Il est important de savoir qu'il faut regarder les critères dans leur ensemble, qu'il n'existe pas de hiérarchie entre ces critères,
Mais dans la pratique, on s'aperçoit que ces critères, en fait, généralement, les critères les plus importants sont, enfin, qui ont une influence notable, vont être la famille, le lieu d'habitation, le logement, et puis l'engagement financier. Donc, vous voyez, une fois qu'on a réalisé cette première étape, on peut être considéré, on peut se considérer comme résident d'un pays ou alors de deux pays. Et que se passe-t-il quand on est résident de deux pays? Si on est face à ce cas de figure, la difficulté qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir des obligations illimitées dans deux pays. La chance que nous avons, c'est que la France et la Suède ont signé une convention fiscale pour éviter la double imposition. Et cette convention donc, permet justement de trancher les conflits de résidence. Donc là, tout à l'heure, je vous évoquais la première étape qui consistait à analyser votre résidence en fonction du droit interne de chaque État. La deuxième étape va consister, en cas de conflit, à aller rechercher la convention fiscale entre les deux pays pour déterminer, en fait, finalement, dans quel pays vous devez être résident. Le principe étant que lorsque vous avez une convention fiscale, vous devez être résident que d'un seul État. C'est le but recherché, en fait, par la convention fiscale. Donc, les critères conventionnels dans la convention fiscale entre la France et la Suède, ils doivent être analysés un par un et de manière successive. Et dès lors qu'en fait, l'un des critères vous permet de trancher le conflit de résidence auquel vous faites face, vous devez arrêter votre analyse à ce critère et vous n'avez pas besoin d'aller rechercher les autres critères. Donc, en fait, la convention, généralement, elle prévoit 4 critères. Le premier, c'est le lieu d'habitation permanent, c'est-à-dire là où une personne physique dispose d'une habitation permanente, quelle que soit la nature de l'habitation. Ça peut être aussi bien un appartement, une maison, une chambre d'hôtel, dès lors qu'il en a, qu'il a aménagé, qu'il a réservé à son usage personnel et qu'il en a la disposition habituelle, de manière immédiate. C'est-à-dire que, par exemple, une personne qui aurait un appartement en France, qui aurait aussi une maison en Suède, mais qui aurait mis en location son appartement en France à une tierce personne, dans ce cas-là, elle ne disposera plus de cette habitation permanente, puisqu'elle ne pourra plus y accéder quand elle le souhaitera. Donc, si jamais vous disposez d'une habitation permanente dans les deux États, on va aller rechercher, ce critère ne va pas être déterminant pour vous aider à trancher ce conflit de résidence, et il faudra donc aller rechercher le centre de vos intérêts vitaux. Le centre des intérêts vitaux, en fait, ça correspond à deux choses. Ça correspond au centre de vos intérêts personnels et au centre de vos intérêts économiques. Donc, il est important, lorsque vous faites une analyse du centre de vos intérêts vitaux, d'aller regarder l'ensemble de bien regarder l'ensemble de votre situation. Donc, en fait, vous allez regarder aussi bien là où vous exercez votre activité professionnelle, où vous avez vos relations personnelles, votre famille, là où vous avez vos activités culturelles, politiques, associatives. Il faut vraiment prendre en compte l'ensemble de la situation pour voir où se situent, où vos liens sont les plus forts. Alors, même si effectivement, il ne semble pas d'avoir de critères préférentiels entre les intérêts personnels et les intérêts économiques, on s'aperçoit quand même en pratique que les intérêts personnels semblent l'emporter. Manuel, je veux simplement ajouter aussi que dans le cas où on arrive malheureusement à une situation conflictuelle, parce qu'il peut y avoir des gens qui ont décidé, disons, de se considérer comme résidents de France pour échapper à l'époque en Suède, ou il peut y avoir une situation conflictuelle.
on est obligé, dans un contentieux avec les autorités, à porter des preuves aussi. Et un petit peu dans la ligne de ce que tu dis, ce n'est pas les preuves. Tu as dit, mais monsieur, prouvez que vous habitez en Suède tant de jours par an, etc. Donc, à ceux qui nous écoutent, on ne va pas leur demander tout de suite, mais euh, s'il y a un contentieux, sachez qu'il faudra ressortir ces preuves. Ça peut être des billets d'avion, ça peut être des cartes de crédit avec des paiements dans un pays où on voit quel jour vous avez payé, apporter la preuve que vous avez résidé dans le pays plus d'un certain nombre de jours de l'année, etc. Donc, juste comme une petite parenthèse en toile de fond pour dire que quand ça se passe mal et que… Mais on a aussi, comme vous le savez, par exemple, des grandes fortunes qui peut-être veulent échapper à l'impôt sur la fortune. Et là, pour ces gens-là, forcément, la charge de la preuve est énorme. C'est-à-dire qu'il faut apporter beaucoup, beaucoup de preuves pour gagner un contentieux contre les autorités fiscales d'un pays ou de l'autre. Juste une petite parenthèse, voilà. Peut-être qu'on peut passer après. Maintenant, je pense que c'est clair. Il y a des questions. J'ai déjà regardé les questions, Manuel. Il y a pas mal de questions qui sont liées, disons, à ce que tu as présenté. Donc, on continuera après à répondre pratiquement, disons, à ces questions-là sur la résidence. Qu'est-ce que je dois faire si j'ai un appartement en France, j'habite en Suède, etc. On verra dans les questions qui suivront. D'accord? D'accord. Juste, alors, pour évoquer très, très rapidement les autres critères, si le critère des centres d'intérêt vitaux ne permet pas de trancher le conflit, il faut regarder le lieu de séjour habituel, puis la nationalité, et dans le cas où la personne a la nationalité des deux pays concernés, ça sera en fait, le conflit sera tranché d'un accord commun entre les États. Ouais. Juste pour effectivement rebondir sur ta pertinente remarque, Jean-Jacques, il est important de comprendre que la résidence, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit. C'est une résidence, en fait, c'est basé sur un ensemble de faits et de faisceaux d'indices. Et par conséquent, en cas de conflit avec une administration fiscale, il est important de conserver tous les éléments de preuve qui permettent d'étayer votre position. Oui, mais tu sais très bien, Manuel, qu'il n'y a pas assez récemment, on a un client qui est entre deux pays et qui posait plein de questions pour savoir si, quand il devait venir en Suède, à partir du moment où il devait avoir une adresse, quand il devait avoir son contrat de travail en Suède. Donc là, le choix, appelons ça le choix, c'est avec ses conseillers, c'est de choisir le bon moment, parce qu'il avait encore un immeuble en France à vendre. Est-ce que je vais arriver à telle date avec ma famille, etc. Donc, oui et non, mais on peut quand même choisir le pays de résidence en s'adaptant un petit peu dans ce qu'on fait et au moment où on va quitter la France et au moment où on va informer le centre des impôts du départ de France et on va informer le centre des impôts suédois. Bonjour, j'ai une adresse en Suède, je viens de déménager, j'ai un travail en Suède. Donc, la personne qui souhaite faire disons, planifier pour optimiser sa fiscalité peut bien entendu avoir, disons, la possibilité de choisir le bon moment dans son intérêt. Celui qui ne le fait pas, il risque bien entendu, parce qu'il ne sait pas ce qu'il a fait, donc il va être complètement sujet aux règles, mais celui qui veut planifier peut optimiser sa situation. D'accord? Oui, exactement. Ça fait partie en fait de recommandations qu'on peut donner aux personnes au moment de leur déménagement. C'est de peut-être anticiper les problématiques fiscales qu'ils peuvent rencontrer au moment de leur arrivée dans le pays à l'étranger et le cas échéant, reporter leur départ pour pouvoir liquider leur situation fiscale en France et éviter des impositions qu'ils n'avaient pas anticipées. Yes. Passons à la prochaine slide, non, parce qu'il y a beaucoup de questions. Hein, D'accord. Donc, il ne faut peut-être pas trop s'attarder sur la théorie. Et puis, je crois que beaucoup de questions nous permettront d'illustrer. Est-ce que vous pouvez mettre la prochaine slide? C'est mis. C'est sûr, c'est mis. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, comment seront imposés vos revenus fonciers français lorsque vous résidez en Suède? Alors, juste une brève remarque, on ne s'est pas focalisé dans notre présentation sur la fiscalité française, on s'est plutôt focalisé sur la fiscalité suédoise, mais bien entendu, on rappelle que lorsque vous disposez d'un immeuble en France et qu'il
qui génèrent des revenus fonciers en qualité de non-résident, dans la mesure où l'immeuble est situé en France. Vous avez des obligations fiscales et vous devez déclarer vos revenus fonciers en France, enfin, vos revenus locatifs dans la catégorie des revenus correspondantes, qui peuvent être aussi bien des revenus fonciers si c'est une location vide, ou dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux si c'est d'une location meublée. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler que voilà, vous avez la date limite en France au mois de mai, si jamais vous avez ces obligations déclaratives. Pour en revenir Et à moi, l'imposition... attends, Emmanuel, moi j'ajoute, n'oubliez pas non plus que vous avez l'obligation de déclarer en Suède vos revenus immobiliers en France. Il y a beaucoup de gens qui peut-être ne le font pas. En France, vous allez déclarer des revenus immobiliers, vous allez être taxé. Je saute beaucoup d'étapes, mais en Suède, il peut y avoir une retaxation basée sur le fait qu'on peut déduire les impôts que vous avez payés en France et peut-être que vous ne paierez pas d'impôts, mais vous avez une obligation de déclaration en Suède. Il y a beaucoup de Suédois qui détiennent des immeubles en France et pour ceux qui louent pas, c'est moins grave, mais ils ont l'obligation de déclaration quand même. Mais pour ceux qui louent, Français résidant en Suède ou Suédois détenant un immeuble en France qui est loué, ils doivent aussi redéclarer en France et en Suède. Et il y en a beaucoup qui ne le font pas. C'est important en fait de bien comprendre que dès lors que vous êtes résident fiscal de Suède, vous avez des obligations qui sont illimitées, ce qui signifie que, comme le disait Jean-Jacques, vous devez déclarer vos revenus fonciers de source française. Au niveau de cette déclaration, en fait, vous allez rencontrer deux catégories de revenus. Soit vos revenus fonciers peuvent être imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, soit dans la catégorie des revenus d'activité commerciale. La distinction, en fait, elle va s'opérer, c'est que pour vos revenus fonciers, lorsqu'on vous louez un bien privé, que vous utilisez à titre personnel ou que vous envisagez d'utiliser à titre personnel, dans ce cas-là, les revenus que vous allez avoir, ainsi que les fruits de vente, par exemple de bois ou de fruits, si jamais vous avez des bois et vous avez des pommes, par exemple, etc. Tout ça, ça va rentrer dans la catégorie des revenus de capital mobilier. Ces revenus, en fait, seront imposés de manière forfaitaire, c'est-à-dire que vous devrez déclarer l'ensemble des revenus que vous allez percevoir. Et au niveau des déductions que vous pourrez appliquer, ça correspondra en fait à une déduction de 40 000 couronnes suédoises par logement, plus également 20% des loyers perçus. Et donc, vous serez imposé sur le revenu net dans la catégorie des revenus de capital mobilier au taux fixe de 30%. Pour les autres revenus, dès lors que vous ne rentrez pas dans cette catégorie, eh bien, vous allez rentrer dans la catégorie des revenus de l'activité commerciale. Et donc, à ce titre, vous serez imposé à l'impôt communal et national. Vous devrez donc déclarer l'ensemble des loyers que vous aurez perçus, ainsi que les fruits. De même que si vous conservez pour vous une partie de l'usage en propre, eh bien, il faudra ajouter une allocation qui correspondra en fait, au montant que vous auriez payé si vous aviez dû louer à vous-même ce logement, mais vous pourrez déduire l'ensemble des charges que vous supporterez, comme par exemple les frais d'intérêt d'emprunt pour l'acquisition du logement ou l'agrandissement ou la réalisation de travaux, les frais de chauffage, nettoyage, d'électricité, de réparation et d'entretien également, ainsi que les primes d'assurance ou autres. Donc, au niveau de ces obligations déclaratives, normalement, il faudra reporter sur le formulaire principal Income Scat déclaration 1 pour les revenus de capitaux. Et pour les revenus d'activité commerciale, vous avez un formulaire additionnel à compléter en plus du formulaire principal. C'est un petit peu... vous retrouvez des similarités un petit peu avec ce que vous auriez eu à faire en France, où vous avez un formulaire spécifique pour déclarer les revenus fonciers ou les BIC, et puis le formulaire principal où vous retrouvez la déclaration d'ensemble.
Donc, au niveau de la date limite de déclaration en Suède, généralement, elle doit être réalisée, doit être souscrite au plus tard le 2 mai de l'année qui suit l'année de l'année de perception des revenus. C'est-à-dire que pour vos revenus 2020, en principe, la date limite de souscription de votre déclaration, donc elle n'est pas fixée au 2 mai, puisque le 2 mai, ça tombe un dimanche, mais c'est le 3 mai, ce qui signifie qu'il vous reste peu de jours avant de devoir souscrire votre déclaration des revenus suédois si vous ne l'avez pas encore déjà fait. Après, au niveau des modalités d'imposition, comme je vous l'expliquais, pour les revenus de capitaux mobiliers, c'est un taux fixe de 30%. Par contre, pour les revenus d'activité commerciale, vous êtes imposé à un impôt sur le revenu communal, qui est un taux fixe et qui dépend de la commune dans laquelle vous résidez. Il est situé entre 29% et 35%, auquel vient s'ajouter l'impôt sur le revenu national. Et donc, c'est un impôt en fait qui est progressif. Vous avez en fait deux tranches, une tranche à 0% pour les revenus qui sont situés entre 0 et 523 200 couronnes. Et au-delà de 523 200 couronnes, vous serez imposé au taux de 20%. Donc, les deux impôts viennent s'additionner. C'est-à-dire qu'en fait, au final, vous pouvez être imposé à un taux marginal d'environ 55%. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, on peut s'interroger sur la question suivante, et donc sur la slide suivante. Voilà, sur comment éviter une double imposition, puisque là vous avez constaté que vous devez, lorsque vous avez des revenus fonciers de source française et que vous résidez en Suède, vous devez à la fois les déclarer en France et les déclarer en Suède, ce qui peut générer un risque de double imposition. Et donc, le principe, c'est que, comme on l'a évoqué précédemment, on a la chance qu'il existe une convention fiscale entre la République française et le Royaume de Suède qui permet justement, qui met en place un mécanisme pour éviter cette double imposition. Le principe, c'est que cette double imposition, elle est évitée dans l'état de résidence. Donc, en Suède, le mécanisme qui est prévu par la Convention, c'est que vous aurez le droit à une déduction de l'impôt que vous aurez payé en France dans la limite de l'impôt suédois correspondant. Ce qui signifie que si jamais l'impôt suédois venait à être inférieur à l'impôt que vous avez payé en France, eh bien, cette déduction ne pourra pas excéder cet impôt suédois. Et donc, au final, la charge fiscale que vous aurez à payer sur vos revenus imposables en France correspondra au plus élevé des deux impôts. Au niveau des modalités déclaratives, si vous reprenez en fait votre déclaration des revenus suédoise, donc l'Inkomst déclaration 1, vous avez un cadre 17 dans lequel en fait vous pouvez cocher une case pour indiquer que vous avez perçu des revenus de sources étrangères. Et après, vous pouvez expliquer, donner des plus amples explications, donner le détail et indiquer le montant que vous avez acquitté en France dans le cadre Øvrig, qui est situé juste en dessous qui est situé dans la section 17 de votre déclaration des revenus. Alors, on a effectivement évoqué beaucoup les revenus fonciers et souvent il y a une question qui est piégeuse, donc je vais faire un aparté également sur les plus-values de cession d'immeubles, puisqu'il faut savoir que si votre immeuble est situé en France, le principe c'est qu'il est la plus-value est imposable en France, mais si vous êtes résident fiscal de Suède, vous serez également imposable en Suède. Or, en France, il existe certains régimes de faveur, et notamment lorsque vous cédez votre résidence principale, eh bien, vous bénéficiez d'une exonération de cette plus-value. La difficulté qu'on a, c'est que entre le moment où vous mettez votre ancienne résidence principale en vente, c'est-à-dire au moment où vous quittez la France et le moment où vous cédez cette résidence principale, il peut y avoir un certain délai. Et de fait, vous pouvez entre-temps avoir transféré votre résidence fiscale de France vers la Suède. Il faut bien comprendre que ce régime de faveur français, il n'est pas exportable en droit suédois. C'est-à-dire que
c'est la loi française, donc il est uniquement applicable sur le territoire français. Et donc, les règles en matière d'impôt sur la plus-value immobilière en Suède sont différentes. C'est-à-dire que vous ne bénéficiez pas de cette exonération. Donc, vous allez être imposé en Suède sur la plus-value d'une résidence, de votre ancienne résidence principale en France. Et donc, ça, c'est quelque chose qui beaucoup de nos compatriotes, lorsqu'ils arrivent en Suède, ils n'ont pas forcément conscience. Et du coup, ils se trouvent face à une très mauvaise surprise, en fait, quand arrive le jour où ils doivent souscrire une déclaration des revenus. C'est pour ça que, comme Jean-Jacques l'évoquait avant, on a eu la chance de pouvoir conseiller un client avant son arrivée en Suède, et on a pu lui recommander peut-être de reporter son arrivée en Suède autant jusqu'à la vente de sa résidence principale en France, pour éviter justement cet inconvénient de l'imposition sur la plus-value qu'il aurait réalisée. Un autre commentaire de situation que les gens peut-être découvriront uniquement au moment où ils suivront nos conseils et la loi, c'est-à-dire déclarer leur plus-value une fois qu'ils sont devenus résidents en Suède. La vente ayant eu lieu en France, ça peut être une donation, c'est même aussi valable dans le cas de succession. Puis il y avoir des surprises au niveau du calcul de la plus-value, parce qu'un immeuble, par exemple, qui a été acheté, un appartement dans les années 60 par la famille, qui a été transféré par succession ou par donation ou autre, et le bénéficiaire étant venu en Suède, il va déclarer en France succession, etc., paiera les impôts avec les abattements français. Et le jour où il va déclarer, puisqu'il est résident en Suède, il va refaire son calcul et regarder la plus-value. Malheureusement, il s'aperçoit qu'on va calculer la plus-value sur la valeur de l'immeuble, par exemple, il y a 30, 35 ans ou 40 ans ou 50 ans. Et avec les taux d'imposition suédois, ça peut mener, disons, à des montants et à des pourcentages relativement importants. Donc, il faut bien planifier tout ça et le savoir. Parce que si vous ne déclarez pas votre plus-value en Suède et tout, ben vous avez enfreint l'obligation de déclaration et l'obligation de payer la plus-value. Voilà. Une petite parenthèse. Au niveau des surprises, appelons ça comme ça. Il y a beaucoup de questions, je vois 32 questions. Bon, il y a des questions qui touchent à peu près des sujets qui ont été abordés. On reviendra, si possible, pour essayer de répondre à certaines questions. Mais tu peux peut-être avancer avec la fin. Oui. Alors, sur quelques autres particularités de la fiscalité suédoise, on voulait aborder avec vous 3 autres points qu'on pense importants. Bon, la taxe foncière, c'est quelque chose qui est un peu similaire à ce qu'on retrouve également en France. Dès lors que vous êtes propriétaire d'un bien qui est utilisé comme un logement, il est soumis à une taxe foncière qui est, voilà, qui est généralement de 0,75 de la valeur du bien pour une maison, dans une certaine limite, qui est environ un peu plus de 8 000 couronnes. Je n'ai plus le montant exact en tête. Ou bien 0,3% si c'est un appartement qui est détenu via une association de propriétaires. Mais il y a quand même deux autres points qui sont quand même... alors, il existe, pour la taxe foncière, il existe également certains régimes d'exonération pour les logements neufs. Mais il y avait 2 autres points en fait, qui nous semblaient quand même de bon augure pour le régime suédois, et donc on voulait vous en parler. C'est par rapport à la donation, aux donations, succession et à l'impôt sur la fortune. Ça n'existe pas en Suède. Donc, ça veut dire que si jamais vous faites si vous résidez en Suède et vous faites une donation à une personne qui réside en Suède d'un bien situé en Suède, eh bien, il n'y a pas de droit de donation sur cette opération. Et le deuxième point, c'est qu'on voulait également vous préciser pour les personnes en fait, qui sont recrutées depuis l'étranger pour venir travailler en France, qu'il existe un régime de faveur pour les experts, les chercheurs et les autres personnes clés. Ce qu'on entend par personnes clés, ça va par exemple être des dirigeants d'entreprise, etc. Eh bien, ces personnes, quand ils sont recrutés donc, pour une durée limitée, pour venir travailler pour une durée limitée
en Suède, ils peuvent bénéficier, s'ils remplissent toutes les conditions, ils peuvent bénéficier d'un abattement jusqu'à de 25% du montant de leur rémunération imposable, ce qui peut être assez intéressant, et c'est également intéressant pour leurs employeurs qui peuvent également bénéficier d'un abattement pour le calcul des charges sociales suédoises. Mais il faut arriver à un niveau de salaire qui dépasse les 92 000 couronnes, je crois. Alors, il y a effectivement deux régimes, c'est-à-dire que soit il faut remplir les conditions par rapport à la nature des fonctions qui sont exercées, c'est-à-dire être un chercheur, un expert ou un dirigeant, soit vous avez un régime, une demande simplifiée. Dès lors que vous excédez un certain salaire mensuel, et bien dans ce cas-là, il y a une présomption du fait que vous remplissiez ces conditions. C'était de l'ordre de, je crois, 92 000, non, c'est pas ça? Exactement, Okay. par mois mensuel. Ouais. Donc c'est salaire élevé, manager, recherche, chercheur, salaire relativement élevé. Voilà. Au niveau des... Il y a plusieurs questions qui doivent aussi porter sur les successions. Je ne sais pas si tu as ça comme dans ta liste des choses à aborder, mais on le fera plus tard parce qu'il y a pas mal de questions là-dessus. Oui, je voulais juste faire un dernier point quand même. Alors, je vous évoquais cette question de donation-succession sur la fortune. Je voulais insister sur un point qui est important, c'est que ça, ce sont des dispositions de droit interne suédois, ce qui signifie que ces dispositions ne sont pas exportables à l'étranger. Si on est affaire à une question de donation internationale ou succession internationale, dans ce cas-là, il faut également regarder les dispositions applicables dans les autres pays concernés. De même, l'impôt sur la fortune, le fait qu'il n'y ait pas d'impôt sur la fortune en Suède, ne vous exonère pas si vous avez des obligations en matière d'IFI en France. Donc, si vous détenez des biens immobiliers en France qui excèdent le seuil d'imposition de 1 300 000 €, dans ce cas-là, il faut bien avoir conscience que vous continuez de devoir souscrire une déclaration d'impôt sur la fortune immobilière et de devoir payer cet impôt chaque année. En France. En France, exactement. OK. Il y a plusieurs personnes qui ont posé des questions sur la taxe foncière. Des gens qui ont déménagé en Suède et posaient la question de taxe foncière en France, mais ils sont redevables de la taxe foncière en France, de toute façon. Exactement. S'ils sont propriétaires d'un bien en France, ils continuent d'être redevables de la taxe foncière. Bien sûr. Bien. Bon, on avait commencé à recevoir quelques questions. Ah bah oui, il y en a 41. Voilà, donc on avait commencé à lister quelques questions. On va essayer de répondre du mieux qu'on peut à l'ensemble de vos questions. Donc la première question, c'était par rapport à quelle ligne de votre déclaration des revenus vous devez reporter sur votre déclaration des revenus en Suède. En fait, les revenus, quelle que soit la source de ces revenus, le principe, c'est que si vous êtes imposable en Suède sur l'ensemble de vos revenus mondiaux, vous devez les déclarer de la même manière que si vous déclariez des revenus suédois. La seule différence, c'est que si ces revenus sont imposés en France conformément à la Convention, eh bien, dans ce cas-là, il faudra en plus compléter la section 17 et demander du coup l'application d'une déduction fiscale pour éviter d'être doublement imposé. Sur les taux de change à utiliser, le principe, c'est qu'il faut utiliser le taux de change moyen du jour de la perception du revenu, déterminé par la Riksbank, ce qui correspond en fait à la Banque nationale suédoise. Pour la troisième question, les droits de succession et la succession et l'imposition, c'est extrêmement complexe. Donc, il faut vraiment que nous nous en tenions à une information très générale à voir au cas par cas. On va trouver, et nous avons bien entendu depuis de nombreuses années aidé beaucoup à la fois de Suédois résidant en France, de Français résidant en Suède, au moment de succession, c'est-à-dire d'héritage. Donc, il y a beaucoup de questions parmi les 240 questions, comment ça se passe, etc. Disons que
très généralement, si vous êtes résident en Suède, vous allez commencer par faire, en fonction, disons, de la personne de la RT, ça peut être par exemple un parent, une personne qui habite en Suède ou un époux qui décède en Suède, on fera donc sa déclaration de succession en Suède pour tous ses biens. Mais forcément, on a beaucoup de cas où la personne qui décède a des biens en France. Donc là, on est obligé de traiter la succession en France avec le notaire français et de traiter en France aussi du point de vue fiscal, puisque le bien ou les biens qui sont sujets de l'héritage en France vont être sujets à l'imposition française. En gros, c'est la règle. Alors, avec application d'abattement et des règles pour les immeubles, etc. Et d'un autre côté, on fera aussi une succession en Suède où on appliquera la fiscalité suédoise qui n'existe pas puisqu'il n'y a plus d'impôt sur les successions en Suède. Mais on prendra en compte toute la mécanique chez le notaire et l'imposition de l'héritage en France. C'est important de le savoir parce qu'il y a des gens qui ont oublié parfois, lors d'une succession en Suède, de faire les déclarations nécessaires en France et il y a beaucoup d'aspects. Il y a l'aspect de testament, la possibilité de planifier la succession, le choix aussi du droit applicable en fonction de sa résidence, etc. Et ça serait l'objet, disons, d'un autre webinaire de plusieurs heures pour pouvoir vous donner les réponses et on ne peut pas le faire maintenant. Mais c'est très complexe et là, il faut vraiment être conseillé dans le détail en fonction de chacun des cas. Et vous voyez la prochaine question, j'ai des questions concernant la fiscalité de l'héritage. C'est le même type de question, on comprend bien, mais c'est extrêmement difficile. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose, Manuel? Non, non, ça me paraît bien. Effectivement, les questions de succession sont toujours des situations complexes et ça nécessite une réelle analyse individuelle. Pour les résidents suédois, je n'ai pas parlé des Français résidents en Suède qui un jour décideraient de revenir en France et redeviendraient résidents français avec un actif en Suède ou des immeubles en Suède. Alors là, on regarde dans l'autre sens. Mais c'est pareil, il faut faire la succession en France, prendre en compte ce qu'il y a en Suède, s'il y a des immeubles, etc. Et on fait d'après les règles locales. Donc, en fin de compte, il y a deux formalismes de succession dans chacun des pays. D'accord? Assurance vie, tu peux répondre, Manuel? Bien sûr, oui. Je vais même étendre un peu la question si tu veux bien, Jean-Jacques. Je t'en prie. Alors, assurance vie, PEA, PEL, livret A, c'est des questions qui sont assez récurrentes pour les personnes, en fait, pour les Français qui viennent s'installer en Suède. Effectivement, beaucoup de compatriotes ont des PEL, des PEA, des livrets A. Et la fiscalité en France est quand même assez privilégiée sur ce type de compte. Il faut bien comprendre que lorsque vous êtes résident fiscal suédois, vous êtes imposable sur l'ensemble de vos revenus mondiaux. Et donc, les régimes de faveur français, ils ne sont pas exportables en Suède. Ce qui signifie que si jamais vous avez des intérêts, des dividendes, eh bien, ces revenus de capital mobilier ou des plus-values, ces revenus de capital mobilier, ils vont être imposables en Suède au taux de 30%. De même, une assurance vie, les règles d'imposition d'une assurance vie en France et les règles d'une assurance vie en Suède sont très distinctes. Une assurance vie en Suède, elle va être soumise à une taxe sur le rendement annuel. Et donc, il faudra la déclarer dans votre déclaration des revenus suédois et vous devrez payer une taxe sur le rendement. Tout en sachant que pour pouvoir déclarer cette assurance vie, il faudra au préalable procéder à un double calcul, c'est-à-dire qu'il faudra procéder à un premier calcul de l'assiette du capital, c'est-à-dire quel est le montant du capital de votre assurance vie, et puis après déterminer quelle est la base d'imposition, tout en sachant qu'en fait, cette base d'imposition, elle est calculée sans rentrer dans le détail du calcul, mais par rapport à un taux d'intérêt des prêts publics. C'est-à-dire qu'il y a un premier calcul au préalable à réaliser pour pouvoir déclarer votre assurance vie en Suède sur votre déclaration annuelle des revenus. Manuel, je pense que je voulais savoir combien de temps il reste parce qu'il est 18h25. Il me semblait que c'était 1 heure et demander à nos amis qui organisent le webinaire comment ils veulent
La prochaine question, on a déjà répondu, hein, les locations meublées, etc. Donc, il reste 15 minutes max. OK. Est-ce que c'est possible de montrer les questions et d'en choisir peut-être quelques-unes ou comment est-ce que vous voulez procéder? Non, mais écoutez, je pense qu'on peut peut-être continuer sur les questions qui sont liées à l'héritage, aussi des questions sur bon, les assurances vie que vous avez aussi déjà traitées. Bon, quand je regarde l'ensemble des questions, évidemment, on ne pourra pas tout traiter, bien évidemment, sur un webinaire d'une heure. Après, il y a des questions qui sont… Disons que, François, il y a des questions qui sont vraiment très, très personnelles et Ouais, ouais. on voit les questions extrêmement ciblées. Donc, on comprend, nos amis qui nous écoutent pensent à leurs problèmes personnels, etc. Dans le cadre d'une présentation générale, c'est difficile de rentrer dans le cas particulier, malheureusement. Je crois qu'on a fait le tour des Ouais. questions générales et que ça permet, disons, peut-être de répondre à peu près à la moitié des 45 questions. Peut-être qu'on peut en sélectionner certaines qui seraient, par exemple, un peu plus originales. Je m'excuse pour ceux qui ne seront pas choisis. Héritage, bon, je pense que les donations, on en a parlé, les PEA aussi. Euh, euh, Je vais prendre la parole, François, 2 secondes, parce que je vous j'ai en vu prie, oui. Je vous en prie. qui a été reposée pour un de nos compatriotes qui se posait la question de savoir pour l'exonération de CSG, CRDS, est-ce qu'elle est applicable pour les Français résidant en Suède? Donc, je voudrais lui préciser que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, depuis 2018, les Français qui vivent dans l'Union européenne sont exonérés de CSG, CRDS sur leur revenu foncier de source française. Par contre, si avant le 31 décembre 2020, ils n'ont pas demandé à l'administration fiscale le remboursement des sommes qu'ils avaient indûment payées sur la période antérieure, aujourd'hui, c'est trop tard. C'est ce que je disais tout à l'heure, madame. Moi, c'était mon cas particulier parce que j'ai fait une demande et j'ai bien été remboursé de la CSG pour 2 années. Voilà. Là, c'est bien passé. Bon, il y en a Un certains miracle. qui vont Un encore… miracle. Non, mais ça a bien fonctionné jusqu'à maintenant, puisque nous, sénateurs, on a été très vigilants pour que les qu'on a réussi à obtenir puissent profiter aux Français de l'étranger. Mais est-ce que, excusez-moi de vous poser la question, est-ce que j'ai cru comprendre et j'ai cru entendre qu'il y avait une autre taxe maintenant qui s'appelait autrement, mais qu'en fin de compte, ça revenait à peu près au même et que on était revenu à peu près à l'obligation précédente et était taxé aussi. Non, c'est une fausse Non, information. non, c'est en partie vrai ce que vous dites. Voilà. C'est justement la différence entre un prélèvement social Ouais, et un impôt. ouais, Donc, on n'arrive ouais. vraiment pas à leur faire comprendre l'impôt Voilà. est dû par Donc, tout le monde. on a changé le terme et le titre ou le nom, mais en fin de compte, ça revient au même, quoi. Un peu. Oui, parce D'accord. qu'en définitive, le prélèvement social, il le considère, l'impôt, c'est dû par tout le monde. Alors qu'un prélèvement social, c'est simplement dû par ceux qui bénéficient de la prestation en compensation. Bien sûr, et nous, on habite à l'étranger, donc on n'a pas de raison de payer des prélèvements sociaux en France alors qu'on n'est pas dans le système social de protection française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le prélèvement solidarité, Ouais, ça s'appelle le nouvel impôt. J'ai d'accord. essayé de le faire annuler à l'occasion du dernier débat budgétaire, mais je n'ai pas réussi. Je comprends bien, mais disons, quand vous habitez en Suède, tout le monde sait qu'en Suède, on paye quand même pas mal d'impôts, puisqu'on est certainement dans le top européen ou mondial aussi au niveau des prélèvements, donc on paye quand même beaucoup. Donc c'est quand même assez injuste d'avoir à payer à la fois dans le pays où on est résident avec une protection sociale, puis dans le pays d'où on vient, qu'on adore, mais auquel on ne bénéficie pas, disons, des prestations sociales. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, hein. C'est une véritable injustice fiscale. Alors, Il y en a pour pas la mal. Suède, mais également pour d'autres Français qui vivent dans d'autres pays du monde. Alors, pour ceux qui vivent en dehors de l'Europe, alors n'en parlons pas. C'est vraiment une discrimination entre les Français d'Europe et les autres. Mais bon, ce n'est pas notre propos aujourd'hui.
Il y a une personne qui pose une question sur la liquidation d'une SCI en France. Et on a assez souvent il y a aussi de situations assez difficiles avec les fameuses SCI qui étaient à la mode à l'époque. C'est bien les SCI, puis ça permet peut-être d'avoir des parts avec différentes personnes dans la famille, mais quand on commence à jouer avec les cessions de parts de SCI, etc., pour un résident suédois. Manuel, je parle sous ton contrôle. À mon avis, monsieur, il demande comment est géré le don des parts ou la vente des parts avant la liquidation. Je crois qu'il ne doit pas y avoir d'impact au niveau suédois pour le don, mais la SCI en France, c'est comme si vous cédiez au niveau fiscal, il y a transparence de la société, donc c'est le régime fiscal français qui va s'adapter au niveau qui va être adapté au niveau de la valeur de la cession des parts de la SCI entre les personnes. Alors, si la personne qui reçoit le don est en France, il y aura les abattements fiscaux habituels seront pratiqués, etc. Correct, Manuel? Oui, après, au niveau de la donation, si les biens sont situés en France, les règles de la donation, Voilà. les règles Ouais. françaises de la donation, ça s'applique. Ouais. Alors, excuse-moi, je regarde les questions pour essayer d'en trouver certaines qui sont. Une question de base, Jean-Jacques, peut-être à propos de… Bon, en France, on voit un notaire pour son héritage. Quel est l'équivalent en Suède? Est-ce qu'il y a L'impôt sur l'héritage? Oui, enfin, non, mais en France, on voit un notaire pour son héritage. Quel est l'équivalent en Suède? Qui doit-on voir? Est-ce Ah qu'il y a oui, alors, en Suède, la formalisme autour de l'héritage pour une personne qui décède en Suède, euh, vous devez réaliser pas forcément avec l'aide d'un notaire, mais disons une personne parmi les héritiers ou personnes compétentes, un acte de déclaration de succession, bouppteckning, c'est l'acte de succession avec l'actif et le passif de la personne. Et ensuite, il y a des obligations déclaratives et d'enregistrement. Et bien entendu, si on a besoin de répartir la succession entre les héritiers, il faudra nommer une personne qui n'est pas forcément un juriste, mais enfin en général juriste ou avocat, qui s'occupera de la succession pour la répartition entre les héritiers. Mais comme il n'y a pas d'impôt sur les successions, ce n'est pas vraiment une question fiscale, c'est plutôt une manœuvre juridique pour la répartition. D'accord ? Alors là, on prendra en compte pour cette succession en Suède, s'il y a des biens en France, surtout des immeubles, ça peut être des actions, ça peut être autre, il faudra là utiliser les services de notaire français pour faire une succession en France. Le notaire suédois, il n'y en a pas. On ne peut pas faire, disons, à partir de Suède, pour ce formalisme, on a besoin d'un notaire français et d'une déclaration pour les biens en France. Et il peut y avoir une imposition en France selon les règles locales françaises d'imposition des successions. D'accord ? Une question simple que je vois, maître. Si je vends ma résidence principale en France avant mon arrivée en Suède et mon inscription à l'agence suédoise des impôts, je n'aurai pas à déclarer la plus-value en Suède, point d'interrogation? Écoutez, c'est ce que disait Franck, c'est le cas d'un client qui a regardé à quel moment c'était mieux pour lui de vendre sa résidence principale. Et effectivement, il semblerait qu'il vaut mieux, faire cette vente avant d'arriver en Suède, puisque une fois que vous allez arriver en Suède, vous n'allez plus avoir d'immeubles à déclarer, vous aurez peut-être des fonds à déclarer, ça c'est pas trop grave. Et puis en France, vous aurez fait votre déclaration et normalement, résidence principale, vous n'aurez pas à payer d'impôts. Manuel, c'est OK? Tu veux rajouter quelque chose? Oui, exactement. L'idée, c'est que, effectivement, l'année fiscale, en principe, elle court du 1er janvier au 31 décembre. Mais pour les personnes, en fait, qui transfèrent leur résidence en cours d'année, dans ce cas-là, ils vont devenir résidents à compter du jour de leur arrivée en Suède. Et donc, de fait, les revenus qu'ils auront perçus avant leur arrivée ne seront pas imposables en Suède, sauf s'ils perçoivent des revenus de source suédoise, auquel cas ils seront imposés en tant que résidents en Suède sur ces revenus. Donc, c'est pour ça que
Pour le client dont Jean-Jacques parlait, en fait, on avait pu aider ce client en fait, à planifier son arrivée en Suède pour éviter un désagrément, voilà, pour éviter qu'il soit imposé sur la plus-value de cession de sa résidence principale en France. Oui, il aurait même été à la limite imposé en France et aussi en Suède, puisque s'il y a une plus-value et tout, résident fiscal suédois, devenant résident fiscal suédoise, il aurait aussi été obligé de faire cette déclaration, à la fois en France et en Suède. Non, ouais, en France, il pouvait bénéficier en fait de la tolérance. Ah oui, d'accord, oui, d'accord. Oui, en France, d'accord, effectivement. Oui. OK. Voilà. Bon, je pense que sur les 50 questions, 51 présentées, vous en avez répondu à une grande majorité de façon directe et indirecte. Et je pense que l'on peut, peut-être, s'il n'y a pas d'autres questions qui viennent à l'esprit, Maître Zander et de Kerkhoff, je pense qu'on peut conclure ce webinaire. En vous remerciant bien entendu pour votre disponibilité, de porter votre expertise dans ce genre d'exercice. Et bien entendu, en remerciant Madame la sénatrice, présidente de la SFE. Grâce à elle, nous avons pu réaliser ce webinaire pour les Français de l'étranger et en particulier évidemment les Français basés en Suède. Merci à vous tous et à très bientôt. Merci. Merci.